Bonjour à tous. Alors, au nom du mouvement de la paix, on est content d'avoir Yves Lecard présent. Donc Yves est là. Tout ça en 2-3 points pour démarrer. Pour dire qu'il y a un peu moins d'un an, on ne connaissait pas Yves Lecard dans nos sphères. On n'était pas très nombreux à le connaître en Corrèze, dans nos sphères en Corrèze. Et c'est les amis de la Courtine de 1917 qui nous en ont parlé, qui te faisaient venir l'année dernière au centenaire de Jansiou, ouais. et on tournait en Haute-Vienne, et qui nous ont dit ah, faut que vous fassiez quelque chose, vous allez voir, Yves, c'est vachement bien, il est engagé, tout ça, c'est bien. Et moi, je connaissais pas, la poésie, j'en lis pas tous les jours, donc... Et puis la date n'était pas super, c'était le 1er novembre, c'était pas le meilleur jour de la semaine, mais bon. Et franchement, il est venu, alors moi je suis devenu son deuxième plus grand fan après sa femme, quoi. Mais il est venu l'année dernière et voilà, je connaissais pas du tout la poésie et ouais, j'ai pris une claque, enfin voilà. C'est fort, les textes sont forts, le timbre de voix est superbe, enfin voilà, c'est magnifique. Et alors après, la portée des textes engagés qui sont développés par Yves, c'est important pour le mouvement de la paix de les mettre en avant, puisque y a la portée pacifiste, et en plus aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, ce qui est devenu ce dimanche, mais qui était déjà dans les pressentis, quoi. On trouve que c'est d'autant plus important de se retrouver, de faire de l'éducation populaire et de pouvoir échanger. Donc ensuite on boira un verre si vous voulez bien, et on pourra discuter voilà, de ce que va développer Yves. Voilà, donc c'est pour ça ta venue cette semaine tombe malheureusement bien, puisqu'on avait prévu qu'il y aurait qu'il y avait des élections dimanche, mais on n'avait pas prévu qu'il y en aurait dans 3 semaines. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que donc Yves sera en fin de semaine aux 10 ans de l'association de la Courtine 1917. Bon là je suis pas très neutre non plus parce que je suis membre de l'association. Voilà, donc c'est un plaisir, on va continuer à se voir et voilà, bon spectacle. Merci. Oui, je serai à partir de demain à Jansiou, donc pour les 10 ans de la Courtine, de l'association de la Courtine, et en même temps, c'est le centenaire, enfin, c'était le centenaire l'année dernière du monument aux morts de Jansiou, avec un petit garçon qui lève le poing en disant maudite soit la guerre, pour lequel donc, nous avions organisé un concours de lettres. Nous avons reçu, il a reçu, c'est lui qui les a reçues, 160 lettres qu'il a fallu sélectionner. Et demain, enfin vendredi, demain soir, on donne les résultats du concours de lettres avec 6 lauréats. Et voilà, il y a une petite réception. Donc celles qui auraient l'occasion de s'y présenter. Voilà, ça va être un beau week-end. La météo ne sera peut-être pas avec nous, mais on y sera. Voilà, merci. Excuse-moi, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. C'est ce week-end, bon, vous savez, dans le contexte actuel, il y a des rassemblements qui sont proposés par les syndicats et les associations. Et ce week-end, en Corrèze, il y aura plusieurs rassemblements à Brive et à Tulle. Alors pour Brive, je sais que c'est samedi à 11 h devant la sous-préfecture. N'hésitez pas à y participer. Ça se tient après le rassemblement pour la paix à Gaza devant le théâtre à 10 h 30, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à y participer. Voilà. Oui, vous avez aussi des pétitions là sur la table du mouvement de la paix pour demander une trêve pendant les JO, une trêve
et au-delà. Une trêve pendant les JO et au-delà. Le au-delà est très important. Merci. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat, un adjudant pour surveiller ses pas, et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette un bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale, parti pour mourir un peu à la guerre. À la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Les hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat, un adjudant pour surveiller ses pas, et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine, et puis voilà. Un texte de Francis Lemarque, voilà, un auteur de chansons qui voulait notamment faire revenir le ton du muguet, une de ses belles chansons, et on fait du retour du ton du muguet, on a le retour d'un temps pas très gai. Donc il faut faire en sorte de lutter contre ces revenants 80 ans après Oradour, 80 ans après la libération, ils reviennent à grands pas. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Il y avait une main sur le bord du chemin, une main grande ouverte. Au bout de cette main, sublime découverte, il y avait un humain. Dans cette main tendue qui n'avait rien vendu, qui n'avait rien à vendre, il est bien entendu qu'il n'y avait rien à prendre, aucun doute, aucun dû. Sur ce même chemin passaient d'autres humains aux mains plus ou moins pleines. Que mettre dans la main, dans cette main humaine qui ne soit pas commun? Les 10 premiers ont fui sans regarder vers lui, sans lâcher une pièce. Un enfant, sans un bruit, doux comme une caresse, a déposé un fruit. Était-il grec, romain, russe, arabe ou roumain, cet être solitaire qui nous tendait la main? Habitant de la terre, c'était un être humain. Alors, dans cette main, sur le bord du chemin, j'ai déposé la mienne. Simple geste d'humain qui apaise la peine de marcher vers demain. Quand je pense à demain, je l'écris en 2 mots, comme 2 mains d'humain, les paumes peau à peu s'animant, mus par un même aimant, et dans un même élan, les 10 doigts se mêlant. Une main qui se ferme, c'est 2 mains compromis, et c'est l'humain remis à plus ou moins long terme, à moins qu'elle soit ferme comme un poing insoumis qui réclame le terme des haines ennemies. Une main qui se tend, c'est autant d'autres mains qui ouvrent le chemin, sur lequel on entend chanter les lendemains, lentement, sûrement, au rythme simplement de mains et mains refrains. Et une main qui s'ouvre, une main qui découvre. Une main, c'est l'outil qui bâtit sur la grève le château de nos rêves, en petits grains subtils, avant d'être la main, tantôt tenant la plume, la charrue ou l'enclume qui forgeront demain. Une main
C'est toujours la moitié du chemin, de la cour au jardin, du jardin à l'amour. Une main, c'est velours, lorsque sous la caresse, peu à peu disparaissent les pleurs d'un cœur trop lourd. Et une main qui s'ouvre, une main qui découvre. Une main, c'est porteur de bagues, de bagages, mais aussi d'un langage qui a bien des lecteurs. Cette langue des signes, si vraie et si belle, qu'elle est universelle. Je l'affirme et je signe. La main, c'est le maillon qui formera la chaîne où d'autres mains humaines, par milliers, par millions, traceront les sillons d'une moisson prochaine, sans violence, sans haine, douce révolution. Et une main qui s'ouvre vers un humain qui souffre, c'est deux mains qui s'engouffrent dans un livre ou un louvre. Quand je pense à demain, je l'écris en deux mots, comme deux mains d'humain, les paumes peau à peau, peu à peu s'animant, mus par un même aimant, et dans un même élan, les 10 doigts se scellant. Dans l'angle d'une remise, sans jamais être dérangée, une araignée s'était mise à tisser son garde-manger. Voilà qu'un râteau, imprudent, qui venait pour la déloger, dans la toile plongea ses dents. Et lui, qui de par sa nature ne prend jamais de nourriture autre que végétarienne, mauvaises herbes, chardon, chien-dent, dedans la toile arachnéenne. C'est bête, mais c'est évident. Le pauvre se cassa les dents. Et notre placide araignée, dans sa légitime colère contre l'intrus aux dents de fer, s'ébouriffa le bout du nez et une patte de derrière, sans compter la démolition de son panier à provisions. Moralité. Si tu es râteau, sois prudent, attention où tu mets les dents. Et si l'on t'appelle araignée, attention où tu mets les pieds. Dans la sombre nuit de l'hiver, sous l'arche du vieux pont de pierre, un enfant s'est endormi en chien de fusil. Et le chien du fusil, fut-il outil rutilant, hurle, hurle, hurle à la mort que le fusil distribue aux 4 vents. Mais les 4 vents, d'écho en écho, transforment le cri du chien qui hurle et de la mort, hurle à l'amour, à l'amour, à l'amour. Alors, le fusil, nuisible, risible, fissible outil, ainsi fond, dans la sombre nuit, se disloque et disparaît. Le pont de pierre sous les paupières devient palais, où l'enfant dort, sans fusil, avec juste un chien serré contre lui, petite peluche qui veille sur sa nuit. Vous connaissez tous, chers amis, la cigale et la fourmi. La fable qu'aujourd'hui je vais vous raconter n'a rien à voir en vérité avec celle de La Fontaine. Elle est plus, comment dire, plus contemporaine. C'est une autre cigale et une autre fourmi. Mais dès que mon histoire sera terminée, s'il faut une morale, qu'il me soit permis de vous la laisser deviner. Une cigale avait passé tout son été couché au soleil, à chanter, à rêvasser, à ne rien faire. Enfin, rien de sérieux, comme aurait dit Prévert. Regarder voleter les papillons, les libellules, les oisillons. Écouter rire et vivre les enfants, insouciants et triomphants. Accompagner
le ballet des abeilles, bercer le vacancier en quête de merveilles, et sans même s'inquiéter de savoir si on l'écoutait. Enchanteresse, elle-même enchantée, tout en se laissant vivre, adorée du soleil, la cigale chantait, 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 chantait. Qui de vous ne voudrait d'un paradis pareil? Cependant, dans le champ voisin, une fourmi allait bon train, trimait, creusait, fouillait, bêchait sans s'arrêter, se dépêchait de transporter en son abri tout ce qu'elle pouvait ramasser. Des débris qui pour nous ne seraient que de la pécadille. Faune infime des environs, de la chenille au moucheron, la fourmi entassait, emplissait sa maison de 1001 provisions. Elle ne prenait pas le temps de se laisser distraire par des rires d'enfants qui n'ont rien d'autre à faire. Et n'était certes pas sur terre, ni sous terre pour s'amuser, se promener, rêvasser ou fanfaronner. De gauche à droite, elle trottait, de ci de là, crapahutait, sans se plaindre le moins du monde, sans s'arrêter une seconde, sans être jamais défaillante, sans trêve et très vaillante, travaillait, s'activait, œuvrait, et pour de vrai. Et ainsi tout l'été, la fourmi travailla, et ainsi tout l'été, la cigale chanta. Puis vint l'automne, et son frima. Le temps où les chanteurs de rue retournent à l'anonymat d'où ils étaient venus. Le temps où les temps sont durs. Le temps où la faim triture les estomacs inestimables des vauriens, va-nu-pieds, vagabonds qui n'ont pas les moyens. Terminée l'aventure, notre cigale rangea donc son violon et s'en alla en quête de sa nourriture. Mais en cette saison, vous devez le savoir, si l'on n'a pas en temps voulu pris ses précautions, on se fait avoir. Des nourritures, il n'y en a plus. La fourmi qui, prudente, avait fait ses réserves, avait de quoi manger tous les jours à sa faim. Ses provisions étaient sans fin. De sa fourmilière, elle observe, cependant qu'elle se régale, seule et heureuse dans son coin, sa voisine cigale, faible, affamée, bien mal en point, incapable de faire un pas, en un mot proche du trépas. Alors elle l'interpelle et lui dit dans leur langage, « Eh bien, voisine, ma belle, quel malheur, et quel dommage de te voir dans cet état-là. Toi qui tout l'été régala nos cœurs et nos oreilles de ton chant sans pareil, que dirais-tu de partager mon repas? Allez, viens manger. Si je t'abandonnais à ton sort, ô Dieu, si tu mourais de faim, ma belle, rends-toi compte, je mourrais aussi, mais de honte. N'est-ce pas grâce à toi, à ton chant mélodieux que j'ai pu travailler ardemment, hardiment, avec autant d'acharnement? N'est-ce pas grâce à toi que la nature est belle? Et n'est-ce pas un peu pour toi que les touristes, en ribambelle, quittent leur paysage si gris et si triste pour venir en Provence passer leurs vacances? Si je préfère, moi, trimer, turbiner, bosser, m'escrimer, ne laisser nulle place où je ne passe et ne repasse, libre à moi. Mais en attendant, mon grenier est surabondant. J'ai largement assez pour nourrir 2 foyers. À chacun son métier. Tu as, ma belle, autant de mérite à chanter que moi d'avoir choisi une autre activité. Et puis, c'est tellement plus gai, plus sympathique lorsqu'il faut travailler, de le faire en musique. Comment veux-tu que je te dise ce que c'est que la poésie? Cette espèce de friandise avec un goût d'enfantaisie. Elle se couche dans tes yeux, elle s'insinue dans ton lit, elle se déguise en folie quand tu l'appelles de tes voeux. Elle s'habille de nuages quand tu la cherches dans la mer. Elle n'a ni père ni mère, elle est sans âge et sans visage. Comment veux-tu que je te taise la saveur de la poésie? Elle vit entre parenthèses, entre le rien et son sosie. Et pourtant, elle est tout cela en même temps que son contraire. Elle est sans date, sans horaire,
fabuleuse, sans falbala. Elle est l'araignée dans sa toile. Elle est l'invisible vivant. Elle est la caresse du vent qui funambule les étoiles. Comment veux-tu que j'imagine ce monde sans la poésie? Que des machins, que des machines, que des cinglés et leurs fusils. Elle m'attrape par les tripes et m'agrippe le palpitant. Elle est le tremplin du printemps. Elle est mon bouquet de tulipes. Elle est mon rêve et ma révolte. Elle est la voix de ma raison qui pulvérise les prisons par des mots de 100 000 volts. Comment veux-tu que je le sache, ce que c'est que la poésie? Elle s'invente, elle se cache dans mes parcelles d'amnésie. Elle est où tu ne l'attends pas. Elle est dans l'écho d'un peut-être et quand tu crois la reconnaître, elle a déjà franchi le pas. Elle est dans la cour de récré parmi les enfants qui l'ignorent. Elle est dans cette île au trésor d'où naissent les jardins secrets. Comment veux-tu que l'on survive ici-bas sans la poésie? Quand les tyrannies nous poursuivent de leur vénéneuse ambroisie, c'est elle qui nous tend la main quand l'humanité est en deuil. C'est elle qui nous ouvre l'œil lorsque s'assombrit le chemin. Elle brandit son drapeau noir contre l'infamie des pouvoirs. Elle est, peu importe. Pourquoi veux-tu que je la cherche? Elle est sans doute déjà là, sans qu'on lui ait tendu la perche. Elle, au moins, te reconnaîtra. Chaque être humain a plusieurs identités. Je suis un être humain, je suis égyptien lorsque les Égyptiens sont opprimés. Je suis noir lorsque les Noirs sont opprimés. Je suis juif lorsque les Juifs sont opprimés. Et je suis palestinien lorsque les Palestiniens sont opprimés. Ce texte n'est pas de moi. Il est écrit sur la tombe du poète avocat égyptien Sherata Haroun, juif antisioniste de gauche. Je suis moi aussi un être humain. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je suis juif, arménien, gitan, rome, indien, noir, homosexuel, ouïghour, femme iranienne, oiseau migrateur, lorsque l'oppression, l'horreur et la terreur les touchent. Et je suis palestinien, quand on écrit Gaza avec le G de génocide. La poésie s'écrit avec le P du mot paix. La poésie n'a pas de frontières. Je serais outré en tant que poète, en tant qu'être humain, que les marchands de poésie, comme cela a été dit, désinscrivent la Palestine de leur programme. À Gaza, à Jérusalem, à Ramallah, à Tel Aviv, comme à Moscou, à Kiev, ailleurs, il y a des enfants qu'on assassine. Et le rôle du poète, le rôle de l'être humain est de les protéger, de dénoncer leur assassinat, de dénoncer leurs assassins. C'est pourquoi je dis non à la guerre, à toutes les guerres, non. Car la guerre est un crime contre l'humanité. La poésie est précisément l'outil, comme la musique, qui permet de rapprocher les peuples, indépendamment de leur foi, de leur drapeau, de leur culture, de leur géographie. Vive la poésie, vive la Palestine, vive la paix. J'ajoute toutefois que défendre la Palestine n'implique pas de défendre les groupes terroristes du Hamas, de même que dénoncer l'État fasciste d'Israël et le sionisme colonisateur n'implique nullement d'être antisémite. Je suis un artisan, comme le cordonnier qui façonne le cuir, qui transforme le bœuf pour en faire un soulier, qui tait le crocodile pour le mettre au poignet de la dame du monde. Je suis un cordonnier du mot, sauf que si j'utilise un bœuf,
Un crocodile, un crapaud, un insecte, un fauve ou un humain. Je ne prends pas leur peau après les avoir tués. J'en emprunte l'image et les rends plus vivants encore qu'ils n'étaient. Je suis un artisan, je découpe le mot. Je découpe le cuir du mot comme un puzzle. Je découpe ses os, ses muscles, ses vertèbres, que sont les lettres qui en forment le squelette. Je les tords, les retors, les trie et les triture. Et l'écriture leur donne une autre vie, un autre itinéraire. Et de l'insecte qu'on ignore, ou qu'on méprise, ou qu'on écrase du bout de ce soulier qu'un cordonnier poète a fabriqué d'un coup d'une haleine magique, de cet insecte infiniment lilliputien et sans valeur, je fais un personnage, un héros immortel, un compagnon humain, un modèle de vie. Je suis un artisan. Et je peux, en un tour de main, un tour de mots, prendre à César ce qui lui appartient de force et non de droit, dire non à la guerre et la rendre impensable, et la rendre impossible, dans le monde en tout cas que je viens de créer. Je suis un artisan de paix, je travaille à main nue, je travaille en humain, à bouche décousue, à gorge déployée, et mes mots, et mes mains, et ma voix, outillée de 2 cordes vocales, vibrant à l'unisson de la corde du cœur. Mes mots, mes mains, ma voix, font bien plus pour la paix, pour l'amour, pour l'humain, que ces milliards d'engins, enjeux de ces milliards qui partent en fumée. Je suis un artisan, un jardinier du mot. Les fleurs que je cultive au soleil de mon cœur s'ouvrent en toute saison et offrent à tout vent, à tout vivant, à tous, leur arôme, leur sève, leur musique, leur sang. Je suis un artisan. Mes mots sont mes amis, et même mes amours, et même mes amants, se livrant corps et âme, et mon cœur, sans armure, en ouvrant leur sésame, s'émeut et se démène à me rendre dément. Mes mots sont des démons, en des mondes charmants, qui m'enchantent d'abord, puis charnels, acharnés, jusqu'à me déchirer, me laissent décharner. Mais c'est moi qui reviens à la charge, en ramant. Mes mots sont des aimants qu'anime à nu mon âme. Mais avant d'être admis, ou même seulement à demi adoptés, il leur faut un moment qui dépend de la gomme autant que de la gamme. Mes mots sont à la fois mes mômes et ma mie. Avant que je les ponde et les couve et les couche, ils tournent 107 fois leur langue dans ma bouche, puis ils naissent de moi, dans la polygamie. Et même si mes mots, si malins, si mutins, me torturent parfois, me traquent, me triturent, et même si mes mots, avant d'être écriture, sous la rature semblent n'être que pantins, mes mots sont mes amours, mes amants, mes amis, mes amarres, ancrés au port de ma mémoire. Cette auberge où je sers à manger et à boire des mets qui sont les mus des mots que j'y ai mis. Tous les goûts sont dans la nature. Témoin l'incroyable aventure qui arriva à un émeu. C'est émouvant, non? Un émeu. En tous les cas, moi, ça m'émeut. Et c'est d'autant plus émouvant qu'on n'en rencontre pas souvent, surtout chez nous. Car cet oiseau ne fréquente guère les eaux, où parmi les autres trucs-muches ne vivent que quelques autruches. Paraît que ça n'a rien à voir. C'est possible, qui peut savoir? Mais entre tous les animaux, de la plus chouette au plus chameau, aucun animal ne m'émeut autant que ne m'émeut l'émeu. Revenons à notre aventure. Un émeu était amoureux, non d'un oiseau de sa nature, mais d'une vache. Tout se peut. Laissez-moi donc vous dire un peu comment commença leur idylle.
C'était au premier jour d'avril. Le soleil brillait dans les cieux comme il peut briller dans les yeux des amoureux. Or, notre émeu, comme une certaine pucelle, entend une voix qui l'appelle. Mais non pas pour prendre les armes, non. C'est une voix pleine de charme qui dit « Émeu, émeu, émeu !»« Me voilà !» lui répond l'émeu, qui tout ému lui dit ces mots dans leur langage d'animaux. Comme il est doux de vous entendre chanter mon nom d'un ton si tendre. Sans mentir, si votre fromage se rapporte à votre ramage, je vous fais reine sans délai. Tout en buvant du petit lait, la vache à son tour s'en émeut. Et de l'avoir émue, l'émeu vers elle lentement se meut. À l'émeu répondent les meux, et au meu les mots de l'émeu. Dans un concert des plus fameux, dont l'écho dit « Je vous aime ». Voir ainsi l'émeu se mouvoir, fait de plus en plus s'émouvoir notre bovine créature. Tous les goûts sont dans la nature. Mais le goût le plus répandu, chez la vache bien entendu, c'est le goût des fleurs et de l'herbe. Voilà nos amoureuses en herbe en train de se compter fleurettes en effeuillant la pâquerette, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie évidemment. Mais laissons-les à leurs ébats. L'amour est la chose ici-bas que l'on peut connaître de mieux. Si mon histoire vous émeut, tant mieux, j'ai bien rempli ma tâche. Sinon, ne soyez pas trop vache. Et Dieu reconnaîtra les chiens. À leur façon sans doute de lever la patte, devant la devanture peut-être d'un boulanger en train de lever la patte. Il faut bien reconnaître, mon Dieu, que le chien et le boulanger ne lèvent pas la même patte. Ce qui montre bien que l'accent circonflexe, si complexe, c'est pas fait pour les chiens, sinon pour les bâtards. Le boulanger nous donne notre pain quotidien, moyennant, il est vrai, quelques menus monnaies, alors que le chien ne nous donne rien. Rien que son regard, ses yeux de chien, patus, pâteaux, ses battements de queue, ses coups de langue oblongues, et tout son temps de chien. En échange de quoi? En échange de rien. Rien que notre regard, que notre tendresse, notre temps de reste, et sa quotidienne pâtée. Ce qui montre bien que l'accent circonflexe, si complexe, le chien n'en fait qu'une bouchée. Et le boucher n'est pas chien qui lui donne des os, des abats et de plein seau de bas morceaux. Ah. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît que les chiens courants sont plus courants que les chiens d'arrêt. Oui, les chiens d'arrêt ne sont pas courants, ils ne courent pas, ils ne courent pas les rues. Celui qui court les rues et se rue dans les cours, c'est le chien errant, errant en plan. Le chien errant est différent du chien d'arrêt, lequel est indifférent aux chiens courants, sauf quand ils ont indifférent, mais ce n'est pas courant. Quand le chien errant voit un chien courant, il court après. S'il voit un chien d'arrêt, il s'arrête. Sauf si c'est un chien taré. Les chiens tarés sont faciles à reconnaître. Les chiens tarés, ils se balancent. Il peut y avoir des chiens errants tarés, des chiens d'arrêt ratés, des chiens courants comme des dératés, des chiens courts sur pattes, d'autres qui se carapatent, des chiens enragés qui t'arrachent les jarrets, des chiens encagés qui jappent sans arrêt, des chiens loups, des chiens louches, des chiens dents. Dans quoi? Dans la niche, bien sûr, vu que le chien est le seul animal qui peut dormir dans son anagramme. Il y a autant de chiens que de maîtres, plus même. Certains maîtres ont plusieurs chiens. Il y a aussi les chiens sans maître, les chiens errants. C'est aberrant. Sans oublier les chiens assis. Les chiens assis, avec ou sans maître. Quoique assis sans maître, tu ne vois plus le chien. Mais y a-t-il des maîtres sans chien? De quoi sont-ils maîtres? Alors, si je puis me permettre, maître d'école? Bah oui, celui qui s'occupe des colliers. Certains maîtres vont mettre des colliers à leurs collets pour aller poser des collets dans les halliers. Eux peuvent mettre des cols à l'écolier. Mais on peut très bien être maître de soi-même et avoir du chien sans pour autant être un cabot. Voyez, Lucien,
Ah, vous ne connaissez pas Lucien. Lucien aime bien son chien. Et ce qu'il n'aime pas chez son chien, c'est sa fâcheuse tendance à lécher les siens. Pas les chiens, les siens, la famille de Lucien. Chaque fois que Lucien va chez les siens avec son chien, enfin sa chienne, il craint que la chienne léchée par les siens aille les lécher après avoir léché des déchets. Les siens ont beau prendre un air détaché, si elle les lèche, elle les tâche. Même si ça sèche, ça laisse des traces. Alors plutôt que de se fâcher avec les siens qu'on aurait tassé du chien, il préfère voir son chien en laisse que les siens en lèche. Ça vous lèche, François? Moi, je vous laisse. Je voulais juste vous raconter mon histoire de chien, mais vous me regardez tous en chien de faïence, alors je vais aller retrouver le mien. Il était déchaîné, il a cassé sa chaîne. Il est parti retrouver sa chienne, enfin la chienne du boulanger, Lucien. Ils sont partis tous les deux en voyage de noces. Wouh! Ils m'ont tapé sur la tête. Je ne me rappelle pas pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà? Travailleur émigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure? On m'appelait comment déjà? José Ángel Argentino, Arabica, Yann Patochka, ou bien encore Bébé Phoque? M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau? Pour de l'argent? Ou pour la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise? Ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, chez les flics de l'Est, sur les glaces du Nord, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance, de têtes policières éclatées, de têtes de chasseurs sanglantes, de têtes de racistes empurés? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leur dedans et se déclarant nouveau monde? Je suis mort. Répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka, argentin, et Bébé Phoque, arabe. Maintenant, ça me revient. Un texte de Georges Blondeau, plus connu sous le nom de GB, auteur de l'an 01, il y a des années. De révolution en révolution, et de guerre en guerre, de résolution en résignation, conseiller grégaire, de la prévention à la prétention de borne le guerre, de la pétarade à la paix qui tarde, on avance guerre. Les mêmes indices, bâtissant jadis, on bâtit naguère. Les tyrans s'enivrent, insatiables vouivres, du sang du vulgaire. Troupeaux de fourmis, les peuples soumis suivent les dronguères. Guerre, 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 guerre. Si les appelés, tondus et pelés de tous les combats, au lieu d'obéir et de s'avilir en marchant au pas cadencé, privés de pensée, avaient mis à bas la toute-puissance de l'obéissance qui mène au trépas, s'ils avaient dit « non, c'est pas nos oignons, on ne marche pas », la guerre de Troie n'eut guère de proie. Les guerres suivantes, celle de 100 ans, celle des Balkans, celle de 40, n'auraient pas eu lieu. J'en mets, si tu veux, mes deux mains au feu. Serait-ce un vœu pieux? Il suffit pourtant d'essayer. J'entends, soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre. Quelle vérité et quelle beauté dans ces mots qui vibrent. Depuis 600 ans, jamais un slogan n'a eu plus de fibres. Il suffit en somme pour agir en homme du cœur et des tripes. Plus de guillotine, plus de chevrotine, plus de violence. Sachons dire non avec conviction, c'est notre défense. Un mot de 3 lettres
pour envoyer paître les autorités. Un mot de 3 lettres qui fera naître la vraie liberté. Si tu veux la paix, n'est pas le toupet d'aller obéir au son des clairons qui t'appelleront là-bas, envahir au nom de la paix, un pays suspect d'engendrer le pire. Ne passe pas outre la paille et la poutre de vos grands empires. Si tu veux la paix, prépare la paix, on ne peut mieux dire. Soyez résolus de ne servir plus qu'à cela ne tienne, que ta phrase ancienne devienne l'antienne de la race humaine, et ma poésie se joint à la tienne et tienne de la Boétie. Merci. Comment parler du temps qu'il fait sans évoquer le temps qui passe? Pluie ou beau temps ne sont en fait qu'un bout de temps, à pile ou face. Le temps, qui souvent nous défait, dépend du temps qui nous dépasse. Mais le pire de ces effets, c'est qu'un temps vient qui nous efface. Il faut voir la vérité en face. De notre temps, tout compte fait, quoi que l'on dise ou que l'on fasse, le temps fait tout ce qui lui plaît. En un mot, tout ce qui lui passe, non par la tête, c'est un fait, mais par le cœur, qui la coriace. Chacun de nous en fait les frais. Plus le temps court, et plus en fait notre espèce manque d'espace. Et le temps de son bec d'or frais nous effraie, lorsqu'il nous menace, que sans répit il se repaît, à la fois rapia et rapace, des ans qui pèsent sur nos faits, que l'on s'embrouille ou qu'on s'embrasse. On a beau l'affronter de face courageusement, rien n'y fait. On pourrait se voiler la face, ou le mépriser tout à fait, marmoréen toujours il passe, et au besoin nous contrefait en nous renvoyant nos grimaces. Il faut avoir le cuir épais. Et moi, pendant ce temps, je fais, que voulez-vous donc que je fasse? Des poèmes, tantôt surfaits, tantôt plus ou moins efficaces, où je parle du temps qu'il fait, pour oublier le temps qui passe. L'un et l'autre, en accord parfait, suivent mes rimes à la trace. Le temps qu'il faut, pour que je fasse un texte qui me satisfait. Me satisfait ou satisfasse? Ah, subtilité du français. Le temps que ma mémoire sasse, entre le flacon et l'ivraie, des souvenirs que je ressasse pour démêler les faux des vrais. Le temps qu'il faut à l'imparfait, pour pas à pas prendre la place de ce qu'on fut, ce qu'on a fait, ce qu'il eût fallu que l'on fasse, de ce qu'on aurait fait après, si le temps était moins vorace, si le temps nous laissait en paix. Mais je me tais, voilà qu'il passe. Il ne faut plus jamais que les enfants qui jouent, cheveux clairs ou foncés sur la fraîcheur des joues, ébauches d'avenir, esquisses de demain, aient de petits fusils dans leurs petites mains. Parents, craignez ces jeux en qui la mort commence. Il ne faut plus jamais autoriser l'enfance à d'avance imiter dans un plaisir moqueur ce qui sera demain la guerre et son horreur. Plus de ces régiments, plus de ces panoplies, parents. Souvenez-vous des millions d'agonies, faites-leur détester d'avance la tuerie. Apprenez-leur des jeux intelligents et doux. Ne leur montrez plus la sombre singerie. Vous prenez garde, car, complices malgré vous, du crime universel que les hommes préparent, leur permettre sitôt ces coutumes barbares, c'est suggérer au sort ce que tout lui défend, et lui permettre un jour de tuer vos enfants. Un texte de Maurice Rostand. Au commencement fut le Verbe, mais lequel? S'agissait-il du verbe naître, qui eût été logique, mais entraînait dans son sillage, par euphonie,
le verbe d'état au négatif. N'être, n'être pas, ne pas être. Ce qui laissait à l'être, au pied de sa lettre, trop peu d'occasions de s'affirmer. Alors il a fallu d'abord créer et conjuguer le verbe aimer, aimer à tous les temps, sous toutes ses formes, même pronominales, transformant peu à peu s'aimer en semer, ce qui laissait prévoir une promettante récolte. Oui, donc au commencement fut le verbe aimer. Aimez-vous les uns les autres. Message si simple et si sage. Aimez-vous les uns les autres. Il a fallu pourtant que quelques traducteurs, à cause du vent, d'un accent régional, d'une mauvaise prononciation, allez savoir. Il a fallu pourtant que quelques traducteurs transforment le cri, transforment cette phrase « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres est devenu « Armez-vous les uns les autres ». Une seule lettre qui change et tout est dévasté. Armez-vous les uns les autres. Croissez, 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 croissez et multipliez les armements. Ainsi le verbe s'est fait cher, très chèrement payé. Tout est désert, mais non. Seul, près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aubépine, une fleur, comme lui dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux, hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes orageux passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde, que veux-tu, bel enfant? Que te faut-il donner pour attacher gaiement, et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront, et qui pleurent, éparses, autour de ton beau front, comme les branches sur le saule? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau des bois, qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales? Que veux-tu? Fleur, beau fruit ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Victor Hugo, 10 juin 1828. Et j'ai fait à ma façon une suite au texte de Victor Hugo. Je veux de la poudre et des balles. Le ciel m'en est témoin. Lui qui de honte pleut quand teinte l'écho des cymbales. Lui qui voit d'un côté l'enfant heureux qui joue, tombant 100 000 fois pour rire, et de l'autre côté du monde, mis en joue, 100 000 enfants qui vont mourir. Le ciel m'en est témoin, ainsi que la raison. Le poète a dû se tromper, en pensant que l'enfant, sortant de la maison, voulait vraiment participer à cette horreur. À cette horreur, cette tuerie, ce crime commis par les grands. Le poète, c'est sûr, n'a pas du tout compris, mais la folie, qui la comprend? Le poète aurait pu, lui par ailleurs si grand, par la pensée et par la plume, défendant l'opprimé, dénonçant le tyran, acclamant l'espoir qui s'allume, le poète aurait pu, lui par ailleurs si doux, en protecteur de l'innocence, lui qui a fait sortir un crapaud de la boue, anoblissant toute souffrance, le poète aurait pu, lui si grand par ailleurs, donner une chance à l'enfant, car il est le témoin, mais aussi l'éveilleur d'un rêve immense et triomphant. Le poète aurait pu. Le poète est un dieu qui, d'un coup de crayon magique, en balayant l'abject, l'immonde, l'odieux, nous ouvre un jardin magnifique. N'y a-t-il pas assez d'enfants qu'on pousse au crime dans ce qu'on nomme le réel? Que le poète, au moins, par l'enfant, nous exprime l'idée d'un monde moins cruel. S'il donne la parole à l'enfant, le poète prend la responsabilité d'en faire un héros mort.
ou un vivant prophète, un symbole d'humanité. Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Si vous l'aviez laissé finir sa phrase, au lieu d'interpréter son idéal, il aurait dit peut-être, le bel enfant grec, que la poudre qu'il désirait, c'était la poudre d'escampette, et fuir avec des balles pour jongler en paix, à moins qu'il n'ait voulu de la poudre de riz et des balles populaires, rassemblant les enfants de toutes les patries, dans un espéranto plus fort que la colère. Être, ou peut-être freine ou chaîne, hors des chaînes, hors des haines, hors des scènes malsaines, hors des hordes obscènes, hors des heures mises en scène, hors des rangs, hors des rails. Être, ou peut-être freine ou chaîne, ou même n'être que roseau pensif, hors des réseaux pensifs, hors des réseaux poussifs, des souverains poncifs, hors de être frêle roseau, ou peut-être oiseau. Oui, oiseau, être oiseau, pour d'un coup d'aile, de frêne en être, de être en chaîne, sans que rien ne m'enchaîne, sans que rien ne me gêne, sans que rien ne m'entraîne, m'évader de l'étroit zoo, être oiseau. Être oiseau, être oiseau. Il était une fois, vous savez quoi? Une oie. Une oie qui n'avait plus la foi, mais qui avait les foies, quoiqu'elle n'eût pas froid aux yeux. On l'avait tellement gavée, elle en avait tant bavé, depuis que ses ancêtres avaient été décapités au Capitole par les Gaulois, ceux qui gaulent les oies. Depuis que son père, ce Perrault, avait réglé son compte à sa mère loi, la traitant de sale loi, lui imposant sa loi, elle était amère, voire âpre, et c'est pourquoi on l'appelait l'âpre roi. Elle en avait tant bavé, on l'avait tellement gavée, qu'elle n'avait plus foi en quoi que ce soit. C'était une oie blanche, ça va de soi. Mais sitôt qu'elle broyait du noir, gare au jard qui par hasard aurait joué les hussards, elle aurait su dardard lui faire rentrer son bazar, car une oie blanche qui broie du noir, croyez-moi, c'est pas beau à voir. C'est comme un vilain petit canard. C'est en but au regard des renards, des ringards. C'est en but au canard qui cherche la bagarre. Et une oie sans foi ni loi, c'est en but à quoi? En but aux cailles, aux racailles, aux canailles, aïe aïe aïe, en but aux railleries, aux vacheries, aux boucheries, aux cochonneries, aux tueries. Ah, tueries, mais il n'y a pas de quoi, car c'est toi. Non, c'est pas toi, tais-toi. Je parle de ces toi là, mon oie qui n'avait plus la foi. Au lieu de marcher droit, au pas de loi, suivant la loi de toute loi, c'est toi là, trouvé de bonne loi de marcher de guingois, pour montrer son désarroi, et marquer de surcroît son désaccord au roi, son refus d'un jeu de loi qui aux oies, au lieu de joie, leur donne surtout les fois. Elle avait fait ce choix, c'est son droit. Une oie qui marche de guingois, ça se voit. Des pattes d'oie de guingois. Avouez qu'il y a de quoi rester pantois. Rester quoi? Mais il en va des oies comme des ouailles, de Cordoue à Cornouailles, de Port-Bouc au Tréport, de Sangatte à Shanghai, comme de Blois à Foix, où trifouillit les oies. Et très vite, ma foi, quoiqu'elle se crût l'unique oie à ne pas marcher droit, on vit en plusieurs endroits, et même à Anvers, je crois, plusieurs oies à la fois se mettre de guingois. Et en moins de 3 mois, on vit de longs convois, comme ceux qu'on a fait autrefois, vous et moi, contre les pires lois scélérates. Tu parles? Non, c'était pas les rats, c'était une autre race d'animaux plus voraces. Mais revenons à nos oies. Je disais qu'en 3 mois, on vit de longs convois, comme ceux qu'on fit droit, escortés par les voix des badauds, les wawas des cabots et la joie des marmots. 53.
500 oies, 5000 oies de guingois, criant à pleine voix, marchant le long des voies, agitant leurs pavois, criant à pleine voix et toutes à la fois. Mon foie est à moi, mon foie est à moi, mon foie est à moi. L'étranger. Ah, qu'est-ce que l'étranger? Si on décompose le mot, on s'aperçoit tout d'abord qu'il s'agit d'un être, ce qui peut nous rassurer. Ne sommes-nous pas nous-mêmes des êtres? Bien, il s'agit d'un être, mais cet être est en G. Et tout le problème vient de là. Qu'est-ce que ce G? Qu'est-ce que ce G? En quoi cet être serait fait? Être en G. Oh, je connais des êtres en chair et en os, des êtres chers, pas toujours à la noce, des êtres vivants, des êtres humains, des êtres épais, des êtres étriqués, mais être en G, je ne vois pas. Rangés, oui, des êtres rangés, ou dérangés, j'en connais. Mais pourquoi en G? Pourquoi pas hantés? Ça existe, les êtres hantés. Hantés précisément par cet être en G qu'il serait tenté d'étrangler pour ne plus en être hanté. Comme si le G avait quelque chose de particulier. Ben non. Le G, c'est général. Pourtant, s'il était général, l'être en question et sans réponse, ça se saurait. On dirait général un tel, général machin, pas être en G. Tranché, pourquoi pas en P? Ça serait trop beau, un être en paix. Mais l'étranger n'est pas en paix. Il n'est jamais en paix, justement. Trempé, oui, jusqu'aux os. Trompé, prêt à ramper, mais pas en paix. Alors, s'il n'est pas en paix, il est en guerre. Ben oui, c'est ça, le G. C'est le G de guerre, de galère, de ghetto, de garde à vue. À moins que dans le G, il y ait autre chose. À moins qu'il y ait dans G, danger. C'est l'étranger alors qui serait en danger. Il ne peut donc plus être en paix. Ou en pétard, on serait à moins. Ou en pétri, dans les carcans, les cancans, les camps à l'écart, les tiroirs, les casiers, les clichés. Étranger, étrange, et... Il y a eu les chercheurs d'or, nous sommes les chercheurs d'air. Le monde ne manque pas d'or, mais d'air. Il y a eu la fièvre de l'or. Or, sans air, nous avons la fièvre. Nous manquons d'air. Il nous faut changer le décor, changer l'or en air. Nous sommes les alchimistes de l'ère moderne, une ère qui manque d'air. Il nous faut changer le décor, changer l'or en air, changer l'idée de l'or. L'idée que l'or aurait plus de valeur que l'air. L'idée que l'or serait plus précieux que l'air. Or, tant que l'or dure, il est dur d'avoir de l'air pur, car l'or est délétère, et l'air est de l'éther, de l'éternel. L'art est dans l'air plus que dans l'or. C'est à l'art de transformer l'or en air. Faire que le décor soit d'équerre, d'accord? Décortiquer le décor, car l'air est dehors, comme le silence est d'air. Or, l'art fait d'air. Des sons cuivrés, l'acier flamboie, martelant le sol de pas sourds, drapé dans l'étendard de soie, le régiment passe. Tambour, sous la grêle des coups sonores, rythme la marche des soldats. Eux, transpirant par tous les pores, battent le vide de leur bras gauche. Devant eux, sur la plaine poudreuse, la route s'étend. L'air est lourd et sans une haleine. Et comme un grand monstre haletant dont chaque homme est une vertèbre, la troupe avance lourdement. Honneur, gloire, mots qu'on célèbre. Faut-il qu'un dernier ossement de son débris couvre la terre pour qu'il soit enfin satisfait? Pourtant, nous connaissons la guerre, avec sa suite et ses bienfaits.
quand ces moissons de croix peuplent encore la plaine? Avons-nous oublié déjà son âcre haleine? N'avons-nous vu sombrer le monde en un malheur sans nom? N'avons-nous vu, montant jusqu'au ciel fauve, le meurtre autorisé pousser des cris de fauve et des hommes mourir pour ce qu'on nomme honneur? Du silence et des bruits. La vie au bord du gouffre. Un coup sourd retentit, puis une odeur de soufre emplit l'air. Les soldats se masquent de groins, presque enterrés vivants dans le fond de leur fosse. Tremblants, puant la peur, ils se traînent, s'adossent à l'argile morveuse où se mouchent leurs mains, comme une pieuvre hideuse et qui bave de l'encre. Le nuage de gaz se déchire, s'échancre, monte en tourbillon noir en poussant de la mort. Quand s'effacent enfin ces vapeurs meurtrières, les hommes, retirant leurs cagoules guerrières, laissent pleurer leurs yeux rouges, saignants encore. Une minute passe, à la mort arrachée. Puis, un long sifflement sillonne la tranchée, l'attaque, un flot crotteux passe le parapet, baïonnette au canon, sans un mot, hors d'haleine, sourd de peur, lourd de boue, et grimaçant de haine, par le champ de bataille ébranlé du hoquet sourd du canon, ils vont comme des bêtes, foulant les corps humains sous leurs pieds, et des têtes où la mort a surpris un dernier cri d'horreur, ils vont, à leurs fusils, leurs poignes se cramponnent nerveusement, ils vont, le silence bourdonne, le souffle devient court de fatigue et de peur, ils vont toujours, la tranchée est tout proche, dans un dernier effort ils entendent l'approche, un bruit sec et précis crépite en détonnant, couchant comme un blémur cette moisson humaine dans le sang et la boue. Un homme qui se traîne, bavant rouge, éperdu, hurle, un cri bouillonnant, puis s'affale soudain face à la terre grasse. Les autres vont. Dans un galop, un soldat passe sur lui. Le sol est secoué d'un rythme de démence et le choc des obus. Dans un grain fécond, le labour en tout lieu. Les soldats fous s'enfuient. Parfois pris de vertige, l'un d'eux, touché, chancelle. Et sa face se fige de l'éternel repos qui l'arrache à l'enfer. Mais le canon toujours cogne, pilonne et broie, défigure les traits, déchire chaque proie, éclabousse la chair de ces débris de fer. Les hommes repoussent en chemin, pris de panique, reniflant dans l'ardeur de ce champ volcanique. Derrière, à droite, à gauche et devant eux, la mort. Les fils de barbelés qui se traînent, se glissent, drapés de corps humains qui lentement pourrissent. Les trous comblés de chair et de sang jusqu'au bord. La plaine échevelée et que la mort habille, et l'horrible senteur de la chair qui grésille, et les affres, les cris, les râles de douleur, et le canon crachant la mort à pleine gueule, et les ventres humains dont les tripes dégueulent. Est-ce cela la gloire? Est-ce cela l'honneur? C'était un texte de Maurice Lézan, un vieux copain. C'était deux frères, vieux garçons, qui cherchaient chacun l'âme sœur. L'aîné, massif, était maçon, et le second, ma foi, ma sœur. Si l'on demandait aux maçons, avez-vous des frères, des sœurs? Ils vous répondaient sans façon, j'ai un frère qui est ma sœur. Et si l'on posait la question à l'autre frère, le maçeur, il citait son frère maçon, et pour ce qui est de ma sœur, poursuivait-il, j'en fais fonction. On leur répondait, et ta sœur? Mais vu que les deux frères sont l'un comme l'autre aussi farceurs, ils savent bien, nos deux lurons, pour nous renvoyer l'ascenseur, dire en guise de conclusion, nous sommes tous deux là, sans sœur. Depuis qu'ils étaient écoliers, on leur répétait à l'envi qu'ils avaient l'esprit d'escalier. Pour donner d'eux un autre avis, ils trouvent à chaque réplique une parade au tac, ils sont malins. Et leur tactique les met à l'abri des attaques. Le fait de rester vieux garçons n'empêche pas d'être nos sœurs. Mais un masseur, comme un maçon, ça n'en est pas moins un bosseur. Car massage et maçonnerie relèvent de l'art. Et dès lors, personne, à vrai dire, ne rit lorsqu'ils évoquent leurs efforts. Chacun a sa tâche, ce n'est un secret pour personne, il n'y a pas de quoi en faire un flash. Quand l'un masse, l'autre maçonne.
Que l'aîné fasse une façade quand l'autre façonne une fesse ne les rend nullement maussades, sauf si leurs affaires s'affaissent. Mais au contraire, le profit qu'ils en tirent les satisfait, leur petite vie leur suffit, et leur bonheur serait parfait. Hormis le fait que le maçon, comme son frère le masseur, était encore vieux garçon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Or, un jour, dans le cabinet du masseur, entrèrent deux sœurs. Une occasion inopinée. Bien sûr, en tout bien, tout honneur. Qu'allez-vous donc imaginer? Quand je vous parle de deux sœurs, la cadette, on l'a deviné, était une vraie bonne sœur, venant présenter son aîné. Son aîné qui, précisément, cherchait une place de bonne. Et l'on imagine aisément que le masseur lui à la bonne, car elle était plutôt amène, comme aurait dit sa jeune sœur. Faisons confiance en ce domaine à la sœur autant qu'au masseur. Récapitulons. Des deux sœurs, l'une est religieuse et l'aînée devient bonne chez le masseur. C'est clair, mais c'est pas terminé, car le masseur est vieux garçon, ce qui est un vrai crève-cœur pour lui comme pour le maçon. Mais puisqu'il cherche l'âme sœur, l'occasion qui arrive comme une fleur fera, comme on dit, le larron, à moins que l'un des deux se leurre, que l'un ou l'autre soit marron. Or, le maçon échafauda un plan pour aller chez son frère. Sifflant sa chanson, il rôda sous ses fenêtres sans s'en faire et timidement minauda, l'air de ne pas en avoir l'air, tout en sifflotant sa coda 100 fois, 1000 fois, tralalère, pom 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 pom. Ma sœur le réprimanda, devinant, il avait du flair, que sa visite si pressée, bien que leur lien soit fraternel, n'était pas désintéressée, et pas d'un plan professionnel. On m'a dit qu'il y a deux sœurs chez toi, intervient le maçon. Oui, mais des deux sœurs, l'une est sœur. Et pour l'autre, il n'est pas question d'aller faire le joli cœur ni de jouer les fanfarons. Nous verrons, en temps et en heure, ce qu'il en est. En attendant, nous avons deux frères, deux sœurs, c'est un fait. Mais restons prudents, car des deux sœurs, l'une était mince, c'était la bonne du masseur, lequel sans doute était bon prince. Car lorsque vint la bonne sœur, elle se dévoila sans honte. J'ai dans les reins quelques douleurs. Et désormais je me rends compte que c'est à cause des rondeurs. J'aimerais que vous me massiez afin d'y gagner en minceur. Je voudrais que vous le fassiez évidemment avec douceur, mais quand je vois vos mains d'acier, j'en éprouve quelque stupeur. Le masseur prit un air pompier, histoire d'apaiser sa peur. Attendez, dit-il, je m'assieds pour en parler avec votre sœur. En effet, j'ai massé, mais je n'ai jamais eu de sœur, et je ne voudrais offenser ni les tabous ni la pudeur. Donc la sœur, celle qui est nonne, aurait bien aimé la minceur de sa sœur, celle qui est bonne, et qui plus est chez un masseur. Lequel masseur, lui, chez sa bonne, espérait trouver l'âme sœur, mais redoutait qu'il y ait mal donne s'il n'était pas à la hauteur pour masser la sœur de sa bonne. S'il allait trop vite en besogne, il risquait de perdre sur l'heure sa bonne pour qui son cœur cogne, et du coup, de perdre son cœur. La bonne en question était bonne, pas seulement de profession. On lui aurait donné la Madone et le bon Dieu sans confession. Cela n'étonnera personne, elle donna la permission au masseur de masser la nonne. Ne craignons nulle trahison. Attendons la fin. Le maçon, qui n'avait pas lâché l'affaire, fredonnait toujours sa chanson sur les fenêtres de son frère. Voyant entrer la bonne sœur, il fut pris de quelques frissons. Et, sous ces taches de rousseur, comme il est dit dans la chanson, non pas celle du joli cœur, mais celle d'un autre garçon qui avait un tablier de sapeur entre le nez et le menton. La non osa, dit la chronique, rougir. Hormis quelques censeurs, tout le monde trouva comique l'aventure de ces deux frères qui rencontrèrent ces deux sœurs. Pas de quoi en faire une affaire, à part pour les journaux du cœur. Ce ne serait qu'un fait divers, sauf que l'une étant bonne sœur, il lui fallut quitter les ordres pour pouvoir suivre son maçon, sinon ça aurait fait désordre. J'entends déjà à l'unisson tous les échos de la rumeur. Quoi? Le masseur est mollasson? Non, le maçon est mollasseur. Quoi qu'il en soit, nos deux lurons trouvèrent enfin l'âme sœur. La sœur épousa le maçon, sa sœur épousa le masseur,
Et les deux couples sont d'aplomb, comme le fil du même nom. Il existe une autre version, où le maçon et le masseur ne sont pas frères, mais passons. Par les temps qui courent, j'ai peur, en dépit de l'évolution des mœurs, qu'on me tienne rigueur de ma petite diversion. Imaginons que le masseur, en fait, n'aime que les garçons, et qu'il rencontre chez sa sœur, qui est bonne sœur, un maçon. Mais j'arrête là, vous avez raison, ça, c'est leur vie privée. C'est avenue de l'Opéra que Sarah aguicha Sacha. Sacha était un petit rat et Sarah faisait des achats en disant « Maman vous paiera » partout où elle démarcha. Les marchands, connaissant Sarah, dont le papa est un pacha, ne firent aucun embarras, ne craignant pas qu'elle trichât. Aucun donc ne la rembarra, ne s'échauffa, ne se fâcha. Bref, en sortant de l'opéra, où il faisait ses entrechats, Sacha, ce soir-là, repéra Sarah, qui d'abord se cacha, puis l'air détaché opéra une volte-face et tâcha de s'approcher du petit rat à petits pas et s'enticha, apparemment sans apparat, de Sacha, qui s'amouracha. « Quel âge as-tu » s'enquit Sarah. « Bientôt 10 ans, lui dit Sacha. « Et c'est quand que tu les auras ?»« Moi, les miens, je les ai déjà. » Et c'est ainsi qu'à l'opéra, ce soir-là, l'amour décocha sa flèche sur leurs 20 carats. 10 de Sarah, 10 de Sacha. Plus rien ne les séparera, à moins d'un détail qui clocha. Effectivement, on verra comment leur amour se gâcha. Ça aurait pu être entre eux extra, mais quelque chose l'empêcha. Non pas les parents de Sarah, mais pas non plus ceux de Sacha. Les premiers sont au Sahara, où un client leur dénicha, paraît-il, un super contrat. Et les seconds, ceux de Sacha, ne sont pas du tout du genre à lui faire du prêchi-prêcha. Sachez seulement que Sarah, comme animal, avait un chat. Un beau petit chat, Angora, qu'elle arbora devant Sacha, qui, lui, avait un petit rat. Ravissant, et qu'elle toucha, caressa et prit dans ses bras, sans que le rat s'effarouchât. Tant que le rat et l'angora ne se virent pas, tout bicha. Mais quoi qu'on fasse, qu'on fera, il faut nommer un chat, et jamais rien n'arrêtera ce que la nature enclencha. C'est chez Sacha, non chez Sarah, que le drame se déclencha. Lorsque le chaton angora, voyant le rat, sont pour les chats. Le rat, tout d'abord, l'ignora, puis se hérissa et cracha sur le chat qui s'en empara, ce qui désespéra Sacha et qui fit chavirer Sarah. Les deux enfants, ça les toucha. Mais ce qui vous étonnera, c'est la chute, car c'est le chat qui fut dévoré par le rat. C'est ce cher chat qui le chercha. Comme on dit, à bon chat, bon rat. Mais entre Sarah et Sacha, il n'y eut plus d'etc. Pas de pardon, pas de rachat. Sur l'avenue de l'Opéra, si vous voulez chercher Sacha, vous le verrez avec son rat, mais sans Sarah, qui le lâcha. Et ce lien qui les attacha, et que le destin déchira, lorsqu'un coup de dent le trancha, rien ne le raccommodera. Et tandis que Sacha s'acharne à récupérer sa Sarah, Sarah s'arrache à son Sacha. On dira ce que l'on voudra, mais pour chacun, c'est un gros chagrin d'amour, et qui durera. Pauvre Sarah, pauvre Sacha. Dans un lointain pays qu'on appelle l'enfance, pays dont les frontières sont à sens unique, et dont tout souvenir me semble anachronique, d'une fée et d'un fou, je fis la connaissance. Connaissance, en effet, puisque de ma naissance, ils furent l'un et l'autre les premiers témoins. Bien qu'aujourd'hui l'événement soit un peu loin, ils n'ont jamais cessé d'exercer leur puissance. Pour moi, qui n'eus aucune espèce de baptême, ils allaient jouer dans ma vie un rôle essentiel sans que nul ne le sache, ni terre ni ciel, au risque même d'être taxé d'anathème. La fée fut ma marraine,
et le fou mon parrain. Penchés sur mon berceau, mais chacun d'un côté, l'une parlait, l'autre riait sans s'arrêter. Elle me dit, non, tu ne seras pas marin, malgré ton nom, ton origine et tes ancêtres. Et si tu nages, ce sera dans d'autres eaux, d'autres zones, moitié chêne, moitié roseau, moitié pensant, moitié pensif, ni gueux, ni maître. Je te fais don de l'art d'accommoder les rêves, et tu les serviras par le verbe et le vers. Ces seuls outils resteront ton seul univers. En revanche, tu n'auras pas le droit de grève. Quand tu t'éveilleras de ton sommeil d'enfant, de ton sommeil du juste et du geste surtout, c'est par la plume que tu parleras de tout, de la paix sur la terre et des moulins à vent, ou des moulins savants, minotiers de culture. Tu auras tant de grains et de chagrins à moudre, tant de fils à retordre et de tord à recoudre, que tu ne pourras plus me voir, même en peinture. À force de ne plus me voir, tu m'oublieras, pourtant je serai là, te couvrant de mon aile. Et tu me serviras, tu me seras fidèle. Tu seras toujours sur mon chemin. Sur ton papier, c'est moi qui guiderai ta main. Et tu me retrouveras encore à ton réveil. La liberté, tu vois, c'est pas demain la veille. Enfin, par la fée se tue. Cependant que de l'autre côté du berceau, le fou pouffait et s'esclaffait, faisait des sauts. Puis il dit à son tour, de son accent pointu, « Moi, je veux tempérer tout ce qu'elle t'a dit, sinon tu finirais par te prendre au sérieux. Et pour garder la fantaisie, le merveilleux, je te fais donc du rire et de la parodie. » Ainsi, chaque fois que, penché sur mon pupitre, je suis pris par quelques pensées, quelques poèmes, c'est la fée qui me dicte les mots, l'idée même. Mais dans l'ombre, je sens le fou qui fait le pitre. Ne vous étonnez plus désormais des images qui sortent de cet entretien. Nous sommes trois, et je ne suis entre les deux rien qu'une proie. L'auteur, finalement, n'est jamais qu'un otage. De vous à moi, de vos à moi. Pas de l'os à moi, non, ça c'était Pierre Dac. Moi je parle de vos, pas des vos. Pas de vos situations, pas de vos sentiments, pas de vos salutations. De vos tout seul, Raymond. Oh, j'ai une véritable dévotion pour De Vos. On l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais c'était un jongleur, au sens propre. Jongleur de mots, jongleur de balles, un enfant de la balle. Oui, son père était dans le textile. Alors il est resté dans le texte et dans le style. Le péristyle même, d'où sa corpulence. Sa mère aussi était artiste. Lui est devenu d'abord harpiste, hors père et mère, et même mime. Et sur son mime osa mettre des fleurs, des mots comme des fleurs, des mots qui fleurent la tendresse, la bonne adresse, la poésie, la paix aussi. Ah, il avait plus d'un tour dans son sac. Quand il voulait vider son sac, il le retournait, les tours sortaient, il y en avait dans tous les coins. Et comme son père était de Tourcoing, il allait souvent dans le coin faire un tour. Moitié belge, moitié français, un pied en Belgique, un pied en France. C'est pour ça qu'il marchait les jambes écartées. Un sacré jongleur de Vos. Oui, jongleur de mots. Pour lui rendre hommage, j'ai essayé de jongler comme lui. Mais pourquoi rendre hommage ce qui ne leur appartient pas? Oh, je préfère le rendre aux images et à la magie. C'était un magicien, un musicien, un comédien, un bohémien, un maître sien qui savait mettre du sien. J'ai pas son talent. J'ai pas le talent d'Achille non plus. Mais De Vos, sans être Achille, était agile malgré sa corpulence. J'ai pas sa corpulence. J'ai pas sa pétulance. En gros, j'ai rien de lui. En gros. Les mots, peut-être. Les lettres. De Vos. J'ai commencé par jongler avec les lettres de son nom. De Vos. J'ai lancé le D. Il restait le Vos. J'ai soulevé le V. Le V s'est envolé. Il restait l'os. Je l'avais dans l'os.
J'ai tout remis, tout s'est mélangé, mais ça n'avait plus de sens. Un mot sans sens. Moi qui voulais l'encenser, c'est insensé. Moi qui étais censé l'encenser, il fallait cesser, c'est sûr. Ah, ça faisait Dove. Dove. Oui, Dove, ça veut dire colombe en anglais. Vu qu'il n'est pas anglais, on s'en moque. Ben, c'est dommage. Tu jongles avec les lettres de ton nom, ça devient une colombe. Bel emblème pour un musicien. De Vos. Sauf qu'on aurait pu le prendre pour un pigeon. Alors qu'en néerlandais, De Vos, ça veut dire renard. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il fait nec plus ultra. Mais de vous à moi, de Vos à moi, si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il est mort. Il est mort il y a plus de 10 ans, mais il est toujours mort aujourd'hui, encore plus mort qu'il y a 10 ans, de plus en plus mort, comme il était de plus en plus vivant, de son vivant à son gisant. Bref, il est mort de sa belle mort, si on peut dire, comme il a vécu de sa belle vie, si l'on peut rire. Et pourtant, je l'ai rencontré. Pas plus tard que... Non, pas plus tard que... De Vos. Ne me demandez pas où ni quand. Je me baladais dans le cimetière la nuit. J'aime bien balader dans les cimetières la nuit. C'est tranquille, en principe, on ne rencontre pas grand monde. C'est mort. Et là, vous me croirez si vous voulez. Sur qui je tombe? De Vos. Sans chair et en os. Tout en sueur. Blanc comme un linge. Vous êtes de Vos, non? Oh, non, pas du tout. Ah, vous n'êtes pas de Vos? Oh, de Vos, si, mais pas de Vos, non. Vos, non, c'est un patelin dans l'aube. Moi, je suis plutôt dans le crépuscule. Ben alors, vous êtes d'où? Oh, ben, ça dépend. Je ne suis pas toujours doux. Non, ben, il faudrait en tout cas tâcher de l'être. Vous avez raison, c'est une tâche à laquelle s'attacher. Mais vous venez d'où comme ça? Voilà, de ma dernière demeure. Ah, vous demeurez là? Oh oui, ça fait 10 ans. Oh là, ça fait un bail. Ah non, ça fait 2 bons, le bail, c'est 5 ans. Ah ben, ça fait 2 beaux restes. Oui, ça va sans dire. Bah, ça va mieux en le disant. Oh, en 10 ans, il a dû s'en passer des choses. Ah bah, ça, je ne vous fais pas dire. Oh, vous ne me faites pas taire non plus. Non, je vous en prie, c'est pas l'heure des pâtés. Non, c'est l'heure des pâtés. Des pâtés, quel pâté? Bon, des pâtés la galerie. Ah oui, c'est mieux qu'égaler la patrie. Oh oui, surtout qu'ici, patrie ou pas, il n'y a pas de tri. Une fois parti, il faut en prendre son parti. Bah alors, vous êtes mort pour de vrai? Oui, il le faut. Il le faut bien pour vivre là-dedans. Et c'est arrivé comment? Oula, à force de tourner dans les sens interdits, les contresens inédits, les faux sens, les non-sens, j'avais la tête qui tournait, je me suis dit, ça tourne pas rond. Je vais aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a mis le corps sur le billard, on a mélangé les deux, le corps et le billard, on m'a remis dedans. Bah alors, pourquoi vous sortez? Les bras m'en tombent. Moi, les temps m'embarrassent. Mais on voit tellement de pseudo-vivants qui font le mort, que je peux bien être un vrai mort qui joue les vivants. Vous n'avez pas de remords? Ah non, j'ai toujours un vivant. Vous avez surtout du ressort. Oui, c'est pour ça que je ressors de temps en temps. En somme, vous étiez dans le spectacle, vous voilà dans le spectral. Oh, ça c'est magistral. Mais non, c'est magique. Mais par où êtes-vous sorti? Oh, par une fente. Vous voyez, dans ce homme, aussi sweet soit-il, il y a toujours des fentes, c'est ce qu'on appelle les fantômes. Oh, ben alors ce sont plutôt des feintes. Vous avez raison, ce sont des feintes ou des défunts. Là où il y a des fins, il y a des feintes. Peut-être les feintes de non-recevoir. Non, faites un dessein de pouvoir se revoir. Et vous pouvez sortir comme ça quand vous voulez. Bon, la nuit, bien sûr. Mais les fantômes, on ne les voit pas, normalement. On ne fait pas se fier aux transparences. Aux apparences. Aux apparences, non. C'est pas encore tout à fait rance, mais ça pas. Les apparts. Mais à part ça, vous devez être à l'étroit. Ah oui, oui, j'y suis allé droit. Non, mais je veux dire, c'est étroit. Oh, ça fait 10. C'est l'aube. Oh, déjà, faut que je rentre alors. Maintenant, je veux dire, 10, c'est l'aube. Et 3 est dans l'aube, tout comme vos noms. Et c'est un tailleur. Vous connaissez des tailleurs à 3? Oui, comme du tailleur à 7. Les tailleurs à 7 doivent avoir des tailles de guêpe. Oui, mais le tailleur à 3 sont d'un tout autre format. Ah, donc c'est étroit, ça fait 2. Bon, oui, ça fait 2 villes. Oh, c'est un peu vaudeville. Oh, vous trouvez? Vous trouvez que ça fait votre ville? Mais non, c'était dans votre sketch. C'était quand? Ouh, bon, j'en sais rien si vous ne dites pas quand. Bref, on tourne en rond. Oh, vous avez qu'à descendre avec moi, vous allez voir si on tourne en rond. Non, non, merci, ça ira, je suis mieux dehors. Vous voulez pas une bière? Non, non, sans façon.
Bon, ben alors je vous laisse, je retourne entre mes 4 planches. Ah oui, les planches, ça vous connaît. Oui, sauf qu'avant j'étais dessus, maintenant je suis dessous. Vous êtes déçu? Non, je suis dessous. Bon, en tout cas, vous n'avez pas de voisin du dessus. Non, mais j'en vois un par en dessous. Non. Bon, ben, je vous laisse, je serai plus à l'aise, moi, sur mes planches que vous dans les vôtres. Revenez me voir quand vous voulez. Et il est redescendu. Il avait déjà un pied dans la tombe, l'autre dans l'allée. C'est pour ça qu'il marchait les jambes écartées. Mais de vous à moi, de vos à moi, je suis bien content de l'avoir rencontré. Bien sûr, j'aurais préféré le voir de son vivant, vivant de son art. Mais heureusement, son art lui survit. Je suis un petit soldat de plomb. On m'a mis du plomb dans la tête, dans le cœur et dans les talons. Ce que j'ai l'air con, ce que j'ai l'air bête. Je suis un petit soldat de plomb. On ne m'a pas demandé mon avis. On m'a façonné sans façon, mauvais maçon, qui m'ont ravi la vie pour des petits garçons qui deviendront de vrais soldats et chanteront à l'unisson une chanson qui mène au trépas. Moi, j'en veux pas. Sonnez, clairon, tambour battant, la retraite. Plus de mourons, ne mourrons plus, tambour, va-t'en. Je suis un petit soldat de plomb. L'homme m'a fait à son image pour faire chanter l'air des lampions à des troufions qui n'en ont pas l'âge. Je suis un petit appelé de plomb. Appelons les choses par leur nom. Quant au canon, ah non, ah non. Allons, enfants, allons, allons. Me faites pas marcher au pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas. Sortez-moi de ce mauvais pas. Je voudrais jouer au ballon. Et pourquoi pas? Sonnez, clairon, tambour battant, la retraite. Plus de mourons, ne mourrons plus. Tambour, va-t'en. Sonnez, clairon, tambour battu. Je déserte. Allons, enfants, sans nulle haine, colporter dans le monde entier notre choix d'une paix prochaine dans l'entente et dans l'amitié. Entendez-vous, dans les campagnes, rire et chanter tous les enfants, dont les sourires triomphants sont autant d'espérance qu'on gagne. Sans armes, citoyens, dans la conciliation, chantons, chantons, et que nos voix répandent la raison. N'avons-nous pas, dans notre histoire, versé suffisamment de sang? N'avons-nous pas dans nos mémoires l'image de ces innocents qui, pour des causes qu'ils ignorent, dorment sous la pierre à jamais? Par respect pour eux, s'il vous plaît, déclarons la paix qui les honore. Sans armes, il y a moyen de vivre à l'unisson. Chantons, chantons, et notre voix ouvrira l'horizon. Dès aujourd'hui, dans les écoles, enseignons la fraternité. Trouvons de nouvelles paroles à nos hymnes de liberté. Que l'histoire de nos ancêtres ne mène pas de nouveaux combats. Au contraire, unissons nos bras pour qu'un monde nouveau puisse naître. Sans armes, citoyens, dans la conciliation, chantons, chantons, et que nos voix répandent la raison. Sans armes, citoyens, dans la conciliation, chantons, chantons, et notre voix ouvrira l'horizon. J'ai dit le texte, alors c'est un texte qui était chanté à la courtine, sur une musique qu'on connaît. Voilà, donc j'ai pas voulu la chanter, j'ai voulu le dire. C'est une
une proposition de nouvelle version pour la Marseillaise, qu'on connaît tous. Voilà, donc elle a été chantée par la salle, même à la Courtine. Et voilà, j'en étais très ému puisque j'en ai fait le texte. Alors, je fais une petite dernière. Ouais. Oui. Contrôle d'identité. Votre nom, vos papiers. Mon nom, vous l'avez. Quant à mes papiers, comment votre nom, je l'ai, mais je n'ai pas votre nom. Moi, je vous le dis, je vous le donne, je vous dis non, je vous dis mon nom. Allons, allons, cessons de plaisanter. Avez-vous des papiers? Des papiers, oh là. Des papiers, j'en ai plein les poches. Des brouillons de poèmes, lettres de ce que j'aime ou que je n'aime pas, factures, prospectus, notes de lecture. J'en ai bien une centaine de papiers, vous voyez, une centaine. Je suis un sans-papier. Allons, allons, cessons de plaisanter. Votre identité? Ah ben, je n'ai pas d'identité. Je ne suis identique à personne. Je suis unique. Oh, ça pourrait être unique, vous êtes unique. Mais quel est votre nom? Comment vous appelez-vous? Qui, moi? Je ne m'appelle pas. Je n'ai pas besoin de m'appeler, je suis là. Toujours là. Pas toujours présentable, mais toujours présent. Quoi qu'on puisse peut-être se poser la question. Effectivement, vous m'avez l'air un peu absent, un peu ailleurs, un peu demeuré. Vienne la nuit, sonne l'heure, le jour sent bon, je demeure. Oh, mais qui êtes-vous donc? Non, 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 non. La question n'est pas là. Le qui est superflu. Avant d'avoir répondu à la vraie question, êtes-vous? Suis-je avant de savoir qui? Je serais tenté de répondre, je pense, donc je suis. Mais est-ce que je pense? C'est une autre question. Et lorsqu'on suit, en général, lorsqu'on suit un général ou un particulier? Oh, vous connaissez un général en particulier? Non, je parle d'un particulier en général. Lorsqu'on suit, dis-je, c'est bien souvent parce qu'on ne pense pas. On pourrait tout aussi bien dire je ne pense pas, donc je suis. Je suis le mouvement, je suis la foule, je suis la mode, je suis... Vous me suivez? Je ne pense pas, non? Oh, je m'en doutais. Oui, mais je crois que je vais vous suivre de près. Eh bien, qui m'aime me suit. Oh non, je ne vous aime pas. Oh, je ne vous en demande pas tant. Je ne vous demande rien, d'ailleurs. C'est vous qui m'avez demandé qui je suis et si je suis. Oh non, si vous êtes chez vous. Comment, si vous êtes chez vous? Non, c'est vous qui vous êtes demandé qui vous êtes. Si je suis quoi? Je vous le demande. Eh bien, vous voyez. Mais ma parole, vous êtes complètement dérangé. Oh, ça, je ne vous fais pas dire. C'est vous qui me dérangez. Bon, vous ne seriez pas plutôt innocent? Ah si, tout à fait innocent. Mais puisque vous-même en êtes persuadé, pourquoi alors m'importuner? Non, c'est moi qui pose les questions. Que faites-vous dans la vie? Pardon? Dans la vie. Dans la vie de qui? Dans la vie de qui? Dans la vôtre. Que faites-vous de votre vie? De quoi vivez-vous? Mais vous, et vous, qu'en faites-vous de la vie? Et que faites-vous dans la mienne? Que faites-vous sur mon chemin? Hein? Et la vie? La vie, à votre avis, que fait-elle en moi? Car si je suis en elle, elle aussi est en moi. Nous sommes l'un dans l'autre, et c'est très bien ainsi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'en vis. Je vis mes envies et ne vins pas en vain. Disons que de ma vie, j'essaie de faire un long et beau poème, tissé d'amour et d'utopie. Je cueille le sourire des enfants, pour les accrocher aux nuages et ensoleiller la planète. Décidément, vous n'êtes pas net. Ben, que voulez-vous? Je suis poète. Oh, poète! Oh là là, nous y voilà. Ben, ce n'est pas un métier. Ah ben peut-être, mais c'est ma passion, mon occupation, ma seule ambition, ma délectation. Mais, disons ma profession de foire. Je suis poète, comme on dit, à mes heures. Mais à toutes mes heures. Toutes les heures du jour, toutes les heures de la nuit. À la bonne heure, à la douce heure, à l'heure du berger, au siècle des Lumières, à la première occasion, à la deuxième classe, au troisième larron, au quatrième top, à la cinquième saison, au sixième sens, au septième ciel, à la huitième merveille du monde, à la neuvième symphonie, à la der des der. Au printemps, en automne, en été, en hiver, couvert d'un pull-over, ou bien nu comme un verre, je fais des vers. Des verbiages, des vers durs, des vers sots, des versets, des vers moulus parfois, des vers coquins, coquaises ou tendres, des vers
à chanter à tue-tête, à chanter a cappella et à bien d'autres. Des vers que je rêve à votre santé. Merci. Ah oui. Oui, pour finir, il y a quelques... J'ai deux livres auto-édités qui sont sur la table, si ça vous intéresse. Il y a aussi un chapeau que j'ai déposé sur la table, si vous voulez déposer quelque chose. Et puis il y a tout un tas de documents sur la paix, pour demander la trêve prolongée après les Jeux Olympiques, ad vitam aeternam. Et au-delà. Voilà, et puis plein d'informations. Bon, merci.